Bonjour à tous. Aujourd'hui, essayons de comprendre comment les plantes récupèrent les éléments dont elles ont besoin pour vivre. En l'occurrence, allons voir les surfaces d'échange. Prenons une culture de blé âgée de 9 jours. En fait, on va en prendre plusieurs de l'eau. On va les mettre dans des conditions de culture différentes. Première condition, sans CO2, le gaz atmosphérique, mais on donne des sels minéraux. 10 jours après, on s'aperçoit franchement que ça n'a pas trop poussé. Si maintenant on donne du CO2 mais qu'on prive la plante de sels minéraux, on s'aperçoit que ça n'a pas franchement poussé. Par contre, si on donne du CO2 et des sels minéraux, regardez, ça a poussé dans tous les sens, ça en a partout. Donc pour qu'une plante pousse, elle a besoin d'un gaz, le CO2, situé dans l'air, et de sels minéraux, situés dans le sol. On va donc se demander, qu'est-ce qui va pouvoir absorber le CO2 dans l'air, et qu'est-ce qui va pouvoir prendre les sels minéraux dans la terre? Nous venons de faire les rappels des besoins des plantes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Que le CO2 va être absorbé par les feuilles et que l'eau et les sels minéraux vont être absorbés probablement par les racines. Donc ça, il va falloir le prouver. Nous allons donc faire des expériences pour voir s'il y a des structures particulières au niveau des feuilles pour absorber le CO2 et des structures particulières au niveau des racines pour absorber eau et sels minéraux. On a donc émis l'hypothèse que le CO2 de l'atmosphère pouvait rentrer dans la plante par les feuilles, seul élément de la plante avec la tige à se trouver dans l'air. Donc pour vérifier s'il y a bien des ouvertures au niveau des feuilles, nous allons faire des empreintes de feuilles avec du vernis transparent. Donc on va prendre quand même un vernis de bonne qualité. On va avoir besoin d'une lame, de lamelles, d'un microscope et bien sûr d'une pince pour décoller le vernis. Nous allons donc faire des dépôts de vernis, alors pas très gros, voilà, ça suffit. On va en faire dessus et on va en faire dessous. Alors vous voyez, j'en ai déjà fait là, parce que j'ai pris de l'avance, j'ai préparé mes lames. Donc il suffit de faire des simples dépôts de vernis comme ça. On va attendre que ça sèche et ensuite, avec une pince, on va récupérer le vernis sec. Donc ici, j'avais déjà fait 3 dépôts, j'en ai déjà monté 2. Je vais récupérer mon troisième ici. Il suffit tout simplement de le décoller à la pince. Voilà, on a donc ici notre empreinte de vernis qui est prête. Donc ce qu'on va faire, on va la déposer sur une lame. Donc pour faire le dépôt sur la lame, il faut mettre une goutte d'eau. Le plus simple, c'est de tremper son doigt dans un verre d'eau, de déposer ainsi une goutte d'eau. Et on va déposer notre empreinte. Alors attention, la face qui était contre la feuille vers le haut. Voilà. Et nous allons maintenant mettre une lamelle. Voilà, donc les lamelles se tiennent entre les doigts. On la dépose en touchant la goutte d'eau avec le bord et on lâche. Hop, on appuie un petit coup, on chasse les bulles d'air. On absorbe le trop-plein d'eau avec un mouchoir ou un sopalin. Et on va regarder ça au microscope. Voilà ce qu'on observe au microscope. Donc je vais faire assez vite, j'ai un vieux microscope et mon téléphone n'aime pas trop regarder à l'intérieur. Donc là, on a une empreinte que j'ai faite sur la face supérieure de la feuille de laurier et regardez, voilà l'empreinte qui a été faite sur la face inférieure du laurier et on distingue au milieu des cellules de l'épiderme comme des sortes de petites portes qu'on appelle des stomates. Alors je vais essayer de zoomer. Ce sont en fait 2 cellules en forme de rein qui sont collées l'une à l'autre et qui sont capables de changer de forme pour créer à la zone de contact entre elles deux une ouverture pour laisser rentrer de l'air à l'intérieur de la feuille. Donc en temps normal, les stomates sont soit tous ouverts, soit tous fermés en même temps. Nous sommes en hiver, j'ai récupéré ma feuille de laurier dans ma haie, donc les stomates sont logiquement fermés, c'est le cas des stomates du bas. Mais comme j'ai rentré la feuille dans la maison et qu'il fait chaud, les stomates sont en train de s'ouvrir et vous en avez en haut qui sont ouverts, on voit très bien l'ouverture au centre. Les stomates au microscope électronique, c'est quand même un peu plus joli, en plus l'image a été colorisée à l'ordinateur. Ici, on voit très bien 2 cellules en forme de rein qui sont collées l'une à l'autre. Autour, ce sont les cellules de l'épiderme de la feuille. Donc là, le stomate est fermé. Et là, regardez, les cellules se sont déformées. Elles ressemblent plus à des haricots, ce qui laisse un petit trou. Et en fait, ça permet au CO2 de rentrer à l'intérieur de la feuille. Donc si on prend une feuille, par exemple une feuille de maïs, et qu'on fait une tranche, comme une tranche de pain, on voit là en rouge une substance imperméable au gaz, c'est souvent de la cire, c'est pour ça que les feuilles sont brillantes. Nous avons à l'intérieur toutes les cellules, alors là nous avons des cellules particulières, ce sont les vaisseaux, on va voir plus tard. Et nous avons ici les 2 cellules en forme de rein, les cellules stomatiques. Et ces cellules stomatiques, vous voyez que là elles ne se touchent pas, le passage est ouvert et dessous il y a une chambre
qu'on appelle une chambre stomatique ou une chambre à air tout simplement. Donc ici, le CO2 va pouvoir rentrer. Attention, de l'eau va pouvoir sortir. Bref, on a de l'air qui circule, qui rentre, qui sort. Un peu comme nos poumons, quoi. On sait que le CO2 est absorbé au niveau des feuilles. On sait également que les feuilles captent la lumière du soleil. Elles en ont besoin. Donc on peut faire des expériences. Ici, on a enfermé une plante derrière un cache obscur. Donc la lumière ne passe pas. Là, on éclaire une plante. Excepté, sur cette feuille, on a mis un cache. Donc on a mis une bandelette noire qui va empêcher la lumière de passer. Voici le résultat. Alors vous allez me dire, les feuilles elles sont plus vertes. Oui, c'est normal. On a décoloré les feuilles, on les a passées à l'alcool bouillant pour éliminer le pigment vert qui s'appelle la chlorophylle. Et ensuite, on a cherché dans ces feuilles la présence de sucre, puisqu'on sait très bien que les plantes font leur réserve sous forme de sucre. C'est ce qu'on mange dans les pommes de terre, sucre lent. Dans les fruits, on a des sucres sucrés. Donc on cherche la présence de sucre complexe de préférence en utilisant un réactif qui s'appelle le Lugol ou eau iodée. Et on s'aperçoit que sur une feuille qui a été mise à l'obscurité, il n'y a pas du tout de réaction du colorant. Mais pour une feuille qui a été mise à la lumière, mais sur laquelle on a installé un cache, quand on verse le Lugol ou eau iodée, on s'aperçoit que toute la partie qui était à la lumière est devenue noire, ce qui signifie que le réactif a réagi avec quoi? Avec de l'amidon, puisque le Lugol est un réactif de l'amidon, et que là où il y a eu la bande noire, il n'y a pas d'amidon. Ça veut dire quoi? Que pour fabriquer de l'amidon, il faut de la lumière. Donc la plante va se servir de la lumière pour fabriquer cet amidon et elle va le fabriquer à partir du CO2. On se pose donc la question de savoir si effectivement les racines peuvent récupérer l'eau et les sels minéraux. Et donc pour cela, on va observer des jeunes racines en pleine action. Donc là, j'ai mis des graines de radis à germer. On voit très bien qu'il y a une petite radicule qui est sortie. Là, celle-là, hop, j'ai un stade, on a les cotylédons qui s'écartent. On va attendre encore un petit peu et je pense que d'ici demain, on aura des racines un peu plus importantes pour pouvoir les observer de plus près. Voilà, 24 heures sont passées. Vous voyez que les racines ont fortement grandi et il semble qu'il y a certaines d'entre elles soient duveteuses. On constate donc sur les jeunes racines sorties de ces graines de radis qu'il y a toute une série de petits poils qui se sont bien développés, ça fait un peu un plumeau et on peut donc se demander si ce ne sont pas par hasard ces poils qui vont absorber l'eau et les sels minéraux du sol. Donc pour cela, on va faire une expérience. Nous avons ici un tube à essai avec une plante dont la pointe de la racine et les poils trempent dans l'eau. Nous avons à côté une expérience qui a été faite, à savoir qu'on rajoute de l'huile au-dessus de l'eau et on laisse la racine et les poils dans l'eau, alors que dans le troisième tube, on va surélever la plante et faire en sorte que la pointe de la racine soit dans l'eau, mais que les poils soient dans l'huile. Donc en fait ici, nous avons un tube témoin, ça va être la position normale de la plante pour qu'elle survive. Nous avons donc deux expériences, le test numéro 1 et le test numéro 2. Nous allons donc devoir étudier ici cette expérience, ce qui signifie que nous allons faire de la méthodologie. Allez, on y va. Bon, déjà on fait le point. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'eau permet à la plante de survivre et on cherche à savoir par où elle entre au niveau des racines. Est-ce que c'est la pointe de la racine ou est-ce que c'est par les poils? Donc maintenant que nous avons ce problème en tête, nous allons pouvoir orienter notre rédaction. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la plante du test 1 survit comme le témoin et ses poils sont dans l'eau. On constate que la plante du test 2 fane, or ses poils sont dans l'huile et le reste de la racine est dans l'eau. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que l'eau est rentrée par les poils et non pas par l'extrémité de la racine. Si l'eau était rentrée par l'extrémité de la racine, la plante ne serait pas fanée. Donc ça veut dire que l'eau ne peut rentrer que par les poils. On observe donc à l'extrémité des racines des petites touffes de poils dits absorbants. Alors ces poils vont avoir le rôle d'absorber l'eau et les sels minéraux. Donc les poils absorbants, on a vu, sont capables d'absorber l'eau, les sels minéraux. Alors on peut se demander pourquoi et comment. Donc si on fait une coupe au niveau de la racine, on fait une tranche, on fait une coupe transversale. On va observer au microscope ça. Donc là, on a à l'extérieur, on a l'épiderme. Au centre, on a des vaisseaux. Là, on a toutes les cellules qui constituent la racine. Et si on fait un zoom à ce niveau-là, on repère très bien là un poil absorbant. Donc un poil absorbant, si on fait attention, regardez, c'est une seule cellule qui est déformée et qui en fait va pouvoir absorber de l'eau
car sa délimitation, c'est uniquement la membrane d'une cellule. C'est donc extrêmement fin. C'est pour ça que l'eau et les sels minéraux peuvent passer à travers, car ce n'est qu'une simple membrane déformée. Donc voici le croquis d'interprétation de la coupe de racine qu'on vient d'observer au microscope. Donc le poil absorbant, ce n'est qu'une cellule complètement déformée et donc forcément c'est la membrane qui est très fine qui va laisser passer l'eau et les sels minéraux. Ainsi, si on essaye de voir l'importance des poils absorbants pour une plante, on va prendre ici un plant de seigle. La longueur totale de ses racines, 622 km. Si on comptait tous les poils absorbants, il y en aurait 14 milliards. La longueur totale des poils absorbants mis bout à bout, 10 km. 600. Et la surface de contact entre les poils absorbants et le sol, donc si on devait les dérouler, les étaler, ça ferait 400 mètres carrés. On vient donc de voir que le CO2 va devenir du sucre et qu'il va circuler. C'est ce qu'on appelle la sève élaborée. Et que les sels minéraux et l'eau, eux, vont remonter. C'est la sève brute.